Quels sont les risques potentiels et les défis inhérents liés aux obligations financières? Quels sont les principaux risques à considérer attentivement? Nous nous battons pour votre argent. Oui, alors le risque, disons, il faut bien sûr préciser que cela dépend du type d'investissement et de la stratégie adoptée pour les obligations. Mais le risque le plus important pour les obligations d'entreprise que nous considérons actuellement comme les plus intéressantes, c'est le risque de crédit ou le risque d'insolvabilité. Cela signifie que j'ai un cadre de garantie, mais la garantie ne vaut que ce que vaut le garant qui la fournit. Si l'entreprise fait faillite pendant la durée de l'obligation, alors, en tant que détenteur d'obligation, j'ai le droit de reprendre l'entreprise et je dois alors en tirer profit. Cela peut soit être revendu, soit être restructuré. Notre expérience montre qu'avec des obligations senior garanties, on récupère environ 40 à 50 de la somme. Et de cette façon, disons, j'ai récupéré la moitié, mais j'ai ainsi un risque de crédit. Le risque de crédit se gère au mieux, bien sûr, en n'achetant pas qu'une seule obligation, mais en constituant un portefeuille largement diversifié. Si, par exemple, j'achète 50 obligations j'obtiens, disons, un rendement sur le marché actuel, cela représente peut-être 6 à 8 disons en moyenne 7 et j'ai une entreprise qui fait faillite, alors j'ai une position de 2 qui est perdue, dont je récupère en général peut-être 1. Cela signifie que j'ai une contribution négative d'1 au portefeuille. C'est relativement gérable, mais le risque le plus important de notre point de vue, c'est le risque d'insolvabilité. Le risque d'insolvabilité de l'entreprise, Risque d'insolvabilité, tu rends visite à l'entreprise, tu parles avec les directeurs financiers, avec les personnes responsables. Est-ce que tu fais aussi des visites où, tu prends toutes les informations depuis l'ordinateur? Où tu vas vraiment visiter les entreprises avec le directeur financier? Tu le rencontres où? Ou comment fais-tu? oui, c'est la décision d'investissement pour les obligations est très différente de celle pour les actions. Pour les actions, je dois tout examiner. Pour les obligations, je cherche une seule information qui me donne de la sécurité. Je vais donner un exemple d'une entreprise dans laquelle nous avons investi par le passé, l'entreprise Stena. C'est un conglomérat suédois ils ont aussi des activités dans le secteur pétrolier et l'obligation avait un peu baissé et nous avons alors dit à la direction: «Nous avons vu votre bilan. Vous avez ici un grand portefeuille immobilier en plus des autres activités». Alors il répond: «Oui, exactement, nous en avons un, il est très important». Et nous avons alors dit: «Oui, d'accord, mais heu, selon nos calculs, la valeur de ces biens immobiliers dépasse largement celle des obligations, la valeur totale de toutes les obligations réunies». Il répond alors: «Oui, c'est tout à fait exact». Je lui dis: «Pourquoi ne vendez-vous pas les biens immobiliers pour rembourser toutes les obligations?» Il répond: «Oui, nous pourrions le faire, mais pourquoi devrions-nous le faire? Nous savons aussi que les autres activités sont effectivement cycliques en ce moment. Nous avons intégré les biens immobiliers comme garantie supplémentaire. Et attention, encore une information importante, en plus des valeurs que vous voyez dans le bilan, nous possédons encore des terrains pour construire 50 000 logements supplémentaires. Cela est cependant inscrit à zéro dans le bilan, mais cela a une valeur gigantesque qui s'ajoute encore. Et alors je dis, d'accord, tout cela est intéressant, mais alors expliquez-moi encore, s'il vous plaît, pourquoi cette obligation? C'était dans un environnement de taux zéro où je ne recevais absolument rien pour mon argent. L'obligation avait un coupon d'intérêt de 6 mais elle se négociait avec une décote de 20 par rapport au prix d'émission. Cela signifie que le rendement total se situait nettement dans la fourchette des 2 chiffres. Je dis: «Expliquez-moi, s'il vous plaît, comment je peux obtenir plus de 10 avec cette valeur?» C'est en fait la règle s'applique pourtant, rendement élevé, risque élevé. Il dit: «Oui, mais justement, ce que je viens de vous dire n'est pas si évident sur le marché. Ce n'est pas si clair» et beaucoup nous considèrent alors comme une entreprise de services pétroliers. À ce moment-là, le marché était difficile, mais nous avons justement cette sécurité supplémentaire et c'est exactement ce que nous recherchons. Cette sécurité nous apporte du confort, car dans le pire des cas, je pourrais faire valoir l'obligation et accéder au vaste portefeuille immobilier. Il s'agit de biens immobiliers résidentiels et même au-delà, situés dans les 3 plus grandes villes de Stockholm, en plus dans de bons emplacements et en plus de cela, les terrains
Si l'on prend le temps de bien réfléchir à ces points, on en arrive à la conclusion suivante. Non, l'entreprise ne fera pas faillite. Mais si elle ne fait pas faillite, alors je sais que l'accord sera respecté exactement comme prévu. Je connais l'avenir. Je peux aussi voir une action qui a beaucoup de potentiel. Je pourrais aussi dire, d'accord, l'action a beaucoup de potentiel. Elle est aussi très faiblement valorisée et les biens immobiliers valent bien plus. Mais ici, j'ai besoin d'un point absolument décisif. En effet, j'ai besoin d'autres investisseurs qui partagent mon avis. Mais il peut arriver que j'ai fait mes calculs correctement, que je sache que l'entreprise est sous-évaluée, mais si tous les investisseurs n'arrivent pas à la même conclusion, je peux me retrouver pendant des années avec une performance très médiocre. Dans le domaine des obligations, je n'ai pas besoin d'autres investisseurs. L'obligation arrive à échéance. Cela signifie que j'ai un événement. Vous êtes indépendant du marché, n'est-ce pas? Je suis indépendant des autres investisseurs. Je suis indépendant du marché d'une différence tout à fait centrale qui même les investisseurs professionnels, C'est, à mon avis, une différence très centrale, non? Tu es indépendant du marché. Quoi qu'il arrive, ou alors ça ne t'aide pas que l'entreprise soit très bonne et performante. Si cette opinion n'est pas partagée par d'autres, donc par le marché, alors cela ne sert à rien. Dans ce cas, le prix reste au plus bas. En revanche, avec les obligations, tu as des conditions très claires et tu sais que tu récupéreras toujours ton argent, sauf si l'entreprise fait faillite. Et même dans ce cas, tu as encore plus de droits qu'un actionnaire, donc plus qu'un actionnaire n'en a. exactement. Je peux raconter une anecdote à ce sujet. Il y a 10 ans, il y a eu une grande crise énergétique dans le secteur pétrolier. Les prix s'étaient effondrés et nous avions investi dans une entreprise exploitant des centrales solaires. Elle ne construisait pas de parcs solaires, mais possédait plusieurs grands parcs solaires, notamment un très grand en Italie. Et chaque projet était externalisé dans une société distincte et nous avions une ligne de crédit au niveau de la holding, donc nous détenions des participations dans tous ces actifs et pourtant l'obligation a chuté de 30%. Nous étions inquiets et avons appelé la direction en disant: «Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il chez vous?» Et il a répondu: «Le soleil brillera en Italie cette année aussi souvent que l'année dernière. Car la vérité, c'est que oui, le soleil brille différemment, mais sur l'année, l'ensoleillement est très constant et ils bénéficièrent de tarifs garantis par le gouvernement italien. De cette manière, il y avait donc une très forte garantie. Après avoir compris cela, nous avons pu calculer, l'obligation était à 70, avec un coupon d'intérêt de 8%. L'entreprise s'appelait From, et en conséquence, nous avions un potentiel de hausse extrêmement élevé puisqu'il y avait une durée fixe. Il y avait en plus un déclencheur d'événements et si je l'achète alors à 70 et que je récupère l'argent à 100, alors de cette façon, je peux m'attendre à un gain en capital de 40 à 50%. Le rendement total est alors vraiment même supérieur à celui des actions, mais dans un cadre sécurisé. Et c'est un avantage formidable. L'investissement value fonctionne donc souvent bien mieux. Beaucoup, en fait, chaque investisseur value le sait, même s'il ne le dit pas ouvertement. J'analyse mon titre, j'achète une valeur bon marché, mais parfois il ne se passe rien pendant des années. Ce n'est pas le cas avec les obligations. Le value investing appliqué aux obligations est ainsi bien plus simple parce que j'ai le déclencheur d'événements. Merci beaucoup pour ton exemple très intéressant. Très bien. Donc, si vous vous intéressez à une obligation et que vous souhaitez en savoir plus sur les obligations et si vous envisagez également d'ajouter des obligations à votre portefeuille, n'hésitez pas à nous appeler. Je serai ravi d'organiser pour vous une rencontre avec Helge Müller et d'examiner votre portefeuille afin d'étudier comment nous pourrions y intégrer des obligations. Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes plus âgées, pour ceux qui vivent à l'étranger et perçoivent des pensions, des rentes, c'est-à-dire qui dépendent d'un versement régulier. Avec les obligations, ce n'est pas comme avec les actions. Avec les obligations, on sait déjà à l'avance ce que l'on va recevoir. Il s'agit simplement de choisir le bon émetteur. Et là, Elge est évidemment un expert car il se rend effectivement dans les entreprises. Il rend visite à l'émetteur en face à face, se rend dans l'entreprise, examine les bilans, discute avec les personnes clés et sélectionne des émetteurs où aucune erreur ne peut se produire. C'est pourquoi j'ai également investi une partie de mon patrimoine privé chez Genève Invest. C'est ainsi que s'appelle l'entreprise de Helge Müller et je dois dire que j'en suis très satisfait. Merci beaucoup.
Au revoir sur notre chaîne YouTube.